Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trendscanal Z. Nous sommes le 3 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Bayard et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, l'EPS et les experts de l'Institut Van der Velde s'accordent sur un constat. Les politiques de droite sont injustes et irréalistes. On est le pire élève de toute l'Union européenne avec ses gouvernements des droites. Un mail en vacances ou après les heures de travail, vous n'êtes pas seul. 52% des salariés francophones vivent avec cette situation, malgré l'obligation légale de déconnexion. Et le fait de mettre les employés sous une telle pression peut faire en sorte qu'ils craquent ou qu'ils quittent l'entreprise ou qu'ils se sentent en maladie de longue durée. Restez bien avec nous, Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7, à la une. Les critiques fusent du côté du PS qui pointe du doigt des politiques de droite jugées inéquitables et irréalistes. Même son de cloche chez les experts budgétaires de l'Institut Van der Velde. Il prévoit un déficit budgétaire massif avant la fin de la législature. Paul Magnette, président du PS. Le vrai déficit de la Belgique, selon nos estimations, quand on tient compte non seulement du fédéral, mais des régions, communautés, des villes et communes, est aux alentours de 43 milliards. C'est 43 milliards de déficit, c'est plus de 6% du PIB. On est le pire élève de toute l'Union européenne avec ses gouvernements des droites. La majorité serait-elle trop optimiste ? C'est en tout cas ce que pense le PS, qui l'accuse d'exagérer les effets retour. Résultat, selon lui, 100 000 malades de longue durée en plus à prévoir suite aux mesures liées au travail. Et dans le même temps, une flambée des dépenses non financées en matière de défense. Pierre-Yves Dermagne, chef de groupe PS à la Chambre. Avec ce qui est sur la table aujourd'hui, la Belgique n'atteindra pas les 2% du PIB en matière de défense, comme le demande l'OTAN. Et puis, en plus de cela, on a identifié effectivement plus de 3 milliards d'euros qui ne sont pas financés. Donc, on n'a absolument pas une vision claire sur les investissements qui seront consentis en matière de défense. Christy Montréal tire la sonnette d'alarme en Wallonie. Elle critique des choix fiscaux qu'elle juge inéquitables, ne profitant qu'aux plus nantis. Parmi eux, la réforme des droits de succession, des droits d'enregistrement et la fiscalité des véhicules électriques. Elle pointe aussi des charges glissées discrètement du fédéral vers la région. Christy Montréal, chef de groupe PS au Parlement wallon. C'est un budget irréaliste. Il doit faire en région wallonne plus de 2,2 milliards encore d'économies. Et la première année, le premier budget, le premier ajustement, il plombe le déficit de 77 millions d'euros. Donc ils aggravent la situation. Alors oui, ils font des économies et ils disent que c'est pour assainir la situation, mais la réalité, elle est tout autre. En dévoilant ces chiffres, le PS affirme simplement faire son travail d'opposition. Mais attention, une opposition qu'il veut constructive, pas systématique. Pour Paul Magnette, le gouvernement refuserait une analyse de son budget par le Bureau fédéral du plan, une instance tout à fait indépendante, de peur d'en révéler les failles. Le président du Parti socialiste appelle donc à un changement de cap rapide. Z sur 7, à la une. Un message pro après vos heures de travail, un mail en vacances. Si ça vous parle, vous faites partie des 52% de salariés francophones pour qui la journée de travail déborde très souvent. Et pourtant, depuis 2 ans, le droit à la déconnexion est censé être une obligation légale pour toute entreprise de plus de 20 personnes. Une obligation loin d'être toujours respectée. Joël Poilvache, Regional Managing Director, Robert Half. C'est la disponibilité simplement parce que le business demande peut-être encore un peu plus d'attention dans un contexte qui est difficile ou challengeant pour les entreprises aujourd'hui. Le stress, je dirais, engendré par une activité économique plus lente entraîne des réactions de la direction vers des messages le week-end ou le soir ou pendant les vacances de leurs employés. Les études s'accumulent et le constat est alarmant. Le manque de déconnexion nuit sérieusement à la santé des travailleurs. D'après Acerta, un employé sur 4 se dit au bord du burn-out. Et pour 60%, la charge de travail a grimpé en flèche en 1 an. Résultat, envoyer un message après les heures, ce n'est pas seulement intrusif, c'est aussi contre-productif. Je pense que la direction peut parfois se dire j'ai besoin de cette information tout de suite, j'ai besoin de ce travail-là immédiatement, mais le fait de mettre les employés sous une telle pression peut faire en sorte qu'ils craquent ou qu'ils quittent l'entreprise ou qu'ils se sentent en maladie de longue durée. Et donc,
on perd beaucoup de rendement, entre guillemets, en laissant ses employés se mettre sur la touche parce qu'ils n'en peuvent plus. Avec la génération du télétravail, la frontière entre vie pro et vie perso devient de plus en plus floue. Mais bonne nouvelle, quelques gestes simples peuvent suffire à préserver un minimum de tranquillité. Bien s'organiser, par exemple quand ils partent en vacances, qu'ils aient fait tout ce qu'ils devaient faire avant de partir, organiser leur backup de manière bien structurée pour qu'on n'ait pas besoin de les contacter pendant qu'ils sont en vacances par exemple ou en week-end. Donc il y a cela. Je crois qu'il y a aussi mettre des messages d'absence qui sont bien structurés, qui permettent aux gens qui leur envoient des mails par exemple de pouvoir contacter la personne qui est en backup. Les employeurs eux aussi ont leur rôle à jouer. Ils disposent de plusieurs leviers pour garantir une déconnexion efficace à leurs équipes. Il m'arrive parfois de travailler un peu le week-end, mais je vais envoyer des mails avec un retard de livraison pour que les mails arrivent le lundi matin plutôt que le dimanche après-midi. Et puis aussi afficher, des directives claires par rapport à leurs employés, de quand ils ont besoin d'avoir leurs employés disponibles et puis quand est-ce qu'ils ont vraiment ce droit à la déconnexion et montrer l'exemple. Pas de sanctions spécifiques prévues par la loi en cas de manquement. Toutefois, des plaintes peuvent être adressées aux syndicats ou aux services externes de prévention et de protection du travail. Z sur 7 à la une. Pluie, roi et frites. En Belgique, ces trois éléments sont sacrés. Et pour la frite, Bruxelles vient de frapper fort en ouvrant son tout premier musée. 5 ans après avoir inscrit la culture du frite-côte au patrimoine immatériel, la Belgique lui dédie 900 mètres carrés. Mike Misson, manager. Il y a 1600 articles qui sont représentés dans tout le musée. Vous pourrez aussi, de manière ludique et assez fun, vous balader dans le musée. Vous pourrez prendre une photo de vous en train de faire des frites dans un frite-côte. Vous pourrez prendre des photos de vous sur un tracteur en train de ramasser les récoltes. Vous pourrez jouer à un flipper. C'est vraiment très immersif et interactif. À chaque pièce, un bout d'histoire belge se dévoile. Et la meilleure partie, on apprend tout en se divertissant. On va vous parler de l'histoire de la pomme de terre, toutes ses applications, mais également la frite belge, c'est tout un art. Donc elle est d'abord cuite 2 fois. Il y a la pomme de terre qui est très très importante pour en faire des frites. Donc on a la binche qui est la plus connue. La taille de la frite aussi, donc essentiellement entre 10 et 13 mm. Et alors la graisse de bœuf, ça c'est typiquement belge, donc c'est vraiment pour avoir une frite bien croustillante et bien colorée à l'extérieur et bien moelleuse à l'intérieur. Du XVIIe siècle aux créations contemporaines, la frite s'invite dans la bande dessinée, la chanson populaire et même la mode. Dès l'entrée, on plonge dans l'histoire de la pomme de terre avec un audio-guide qui nous transporte du Pérou, berceau du tubercule, jusqu'à notre savoir-faire en terre de Friteland. Et le plus surprenant, le musée de la frite ne sent pas la frite. Ça, c'est vraiment le secret de notre filtration. On a une double filtration, donc c'est vraiment pour que les gens ne sentent pas la frite dans le musée, oui. En Belgique, avec 5000 friteries et son titre de premier exportateur mondial de frites, la frite est un véritable trésor national. Les familles en consomment 16 kilos chaque année. Alors, si vous pensiez tout savoir sur la frite, détrompez-vous. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. On termine cet épisode avec un détour par la bourse et un coup d'œil au marché. Fanny Rocher reçoit Philippe Évrard, stratégiste chez Belfius, pour nous parler de cette semaine boursière qui se termine plutôt bien. Oui, tout à fait. Donc, si on regarde le Stoxx 600, il aura progressé sur la semaine de 3,3% et le Standard & Poor's aussi de plus ou moins aux alentours de 3%. Et donc, on voit que les marchés vont mieux. Ils ont commencé à digérer tout le mois d'avril catastrophique qu'on a connu. Et j'aimerais bien revenir avec vous sur ce qui fait fondamentalement la composante du prix des actions, c'est-à-dire la macroéconomie, la géopolitique et également la santé des entreprises, bien évidemment. Commençons par les grandes lignes de cette macroéconomie. Alors aujourd'hui, on a eu les chiffres des créations d'emplois aux États-Unis. Oui. On s'attendait à une nette baisse par rapport au mois précédent. On est à 228 000 au mois de mars et on s'attendait à une création de 130 000. En fait, c'est mieux que prévu. On a 177 000. Et donc, ce qui montre que les États-Unis vont pas si mal que ça. Rappelons-nous qu'à 2-3 jours, on a eu les chiffres de la croissance. On s'attendait à une croissance trimestrielle,
de 0,3%, elle était à moins 0,3%. Et donc, en fait, aux États-Unis, on reçoit des signaux qui vont un peu dans des sens contraires, mais ça a l'air d'encore tenir bon. Donc, je plains Jérôme Powell qui a une pression forte pour diminuer son taux directeur. Donc, est-ce qu'il va le faire? Les marchés pensent que ça sera fait plutôt courant de l'été, donc, mais pas pour tout de suite. Alors, en Europe, on avait aussi des bonnes nouvelles. Là, c'est l'inflation qui, on le sait, elle était pas, elle est dans les clous. Elle est toujours à 2,2%, donc ça se passe relativement bien. Et on a eu également aujourd'hui des PMI, donc des indicateurs de confiance des entreprises de plusieurs pays pour tout ce qui est manufacturier, donc industriel, et ça se passe globalement bien. Continuons avec la géopolitique. Donc vous avez parlé des relations entre la Chine et les États-Unis qui ont, semble-t-il, tendance à s'améliorer. On va voir, parce que ce sont tous des accords secrets qui sont quand même un peu publiés, donc ça on verra. Et l'autre grosse nouvelle, c'est justement ce que les États-Unis ont fait avec l'Ukraine, c'est-à-dire signer un pacte pour pouvoir profiter des minerais. Et on sent, même si ce n'est pas explicite dans ce traité, qu'il y a une mainmise implicite de protectorat américain, ce qui pourrait être un game changer dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, affaire à suivre. Parlons également des marchés, puisqu'il s'agit de la saison des résultats. Alors là, on est en plein dedans. Donc, à l'heure actuelle, aux États-Unis, donc 70% des entreprises du Standard & Poor's 500 ont communiqué, et on a plus de 70% de surprises positives, ce que toujours bien, c'est un bon chiffre aux États-Unis. Et le secteur qui fonctionne le mieux pour l'instant, ce sont les soins de santé. On a plus de 93% de surprises positives. Ça se passe relativement bien. Alors, si on va vraiment sur quelques entreprises, on a ici Microsoft et Meta qui ont communiqué des résultats canons. Donc, il semble qu'ils soient très peu impactés par rapport à la guerre commerciale qu'on connaît. Apple aussi a communiqué des résultats qui étaient quand même très forts, mais a donné des perspectives un peu plus difficiles, vu que 90% des produits Apple sont fabriqués en Chine, donc on imagine que ça risque d'être assez compliqué. Amazon aussi a communiqué des résultats qui étaient très forts, mais qui pâtit plutôt de sa solution cloud, Amazon Cloud, qui n'arrive pas à décoller. Donc là, ça pose quelques soucis. Alors on pourrait s'attendre, pour le trimestre suivant, à ce que les entreprises actuellement donnent des indications pour le trimestre en cours qui soient assez faibles, vu le contexte macroéconomique et vu la guerre tarifaire, et que ce soit peut-être le feu d'artifice dans 3 mois. Ça pourrait, par rapport aux perspectives, par rapport à ce qui est communiqué, on pourrait avoir de très très bons résultats. Très bien. Pour terminer le petit tour, l'Europe, donc là c'est 47% des entreprises qui ont communiqué le résultat, et on a plus de 60% de surprises positives. Et comme aux États-Unis, c'est le secteur des soins de santé qui tire son épingle du jeu. Écoutez, c'est bien pour terminer la semaine. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Anne ? Et oui, c'est déjà la fin. On vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de l'invité du Trends Talk. Olivier Mouton reçoit Bruno Coleman, économiste, académicien et auteur de différents livres et articles pour Trends Tendance. Il vient discuter du contexte international actuel. À demain et merci de nous suivre.